Bonjour à toutes et tous. Bienvenue donc dans cette troisième journée donc du colloque Risques, crises et sciences humaines et sociales vers des observatoires inclusifs santé, environnement, travail. Donc hier, dans le prolongement de la présentation de Phil Brown et des présentations des jeunes chercheurs qu'on avait eu le premier jour, on a établi un constat en fait sur le rôle des sciences humaines et sociales dans les activités, le travail de régulation des risques. Et je pense qu'on est arrivé, alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur la journée d'hier, mais je pense qu'on peut partager un constat qu'on est un peu au milieu d'un gué, au milieu du gué, où on constate un rôle croissant des sciences humaines et sociales sur ces questions de risques sanitaires et environnementaux, un développement de recherche assez important, et en même temps, des rôles bien établis, bien stabilisés entre les uns et les autres, et peut-être une forme d'inertie ou d'immobilisme dans la façon dont on définit un peu le rôle de chacun, le rôle des agences de régulation, le rôle des SHS dans la façon justement de réfléchir sur les risques, sur les crises. Euh, et puis, on a fait le constat dans l'après-midi aussi d'une distance majeure entre les demandes des associations, des riverains, des travailleurs et globalement de ce qu'on met sous l'étiquette partie prenante et les réponses publiques qui sont apportées dans le cas de certaines crises qu'on a analysées, voire de certaines catastrophes à travers les cas de Lubrizol à Rouen, Notre-Dame à Paris et évidemment le cas beaucoup plus structurel du chlordécone aux Antilles. Et donc, face à ces constats, on a entendu une série de présentations, enfin, on a entendu et on va entendre une série de présentations. Donc, Phil Brown, Francis Chateau-Renaud, Kim Fortune, et tout à l'heure, donc, je vais laisser la parole à Barbara Allen. Et toutes ces présentations ont insisté sur l'importance du lien entre recherche et mouvements sociaux, entre recherche et mouvements d'action collective. Et à l'origine des projets de recherche qui ont été présentés ou qui ont été initiés par les uns et les autres, il y a souvent justement des sollicitations d'acteurs qui demandent un soutien, une aide, un appui justement des disciplines scientifiques en général et des sciences humaines et sociales en particulier. Et donc, on a évoqué à plusieurs reprises cette notion de undone science, de science non faite, euh, qu'un concept, une notion qu'on tient de David Hess, donc un chercheur en Science and Technology Studies, qui est une forme particulièrement d'ignorance issue justement des inégalités entre acteurs et groupes d'acteurs dans la capacité à promouvoir des recherches. Et donc, le constat notamment que quand l'industrie a besoin de promouvoir des recherches, ben, elle va financer des doctorats, financer des recherches en propre. Et quand des riverains ont besoin de connaître la toxicité d'un produit, quand des travailleurs se mobilisent, souvent ils sont confrontés justement à une absence de recherche, à de la science non faite, pour reprendre cette notion. Et donc, cette question-là, elle est souvent. Donc, la question, c'est quel rôle doit jouer la science et les sciences humaines et sociales en particulier par rapport à cette question de la undone science. Et souvent, cette question, elle est retraduite en termes de frontières chercheurs militants. Est-ce que les chercheurs doivent s'engager ou pas pour une cause? Donc, la question, elle est souvent réduite à cette question de est-ce qu'on doit rester chercheur ou est-ce qu'on doit s'engager dans le militantisme, dans une forme d'activisme? Mais il me semble que la question, si on la résume comme ça, elle est au final mal posée. Et on devrait plutôt se poser la question justement de au service de qui au service de quels groupes sociaux est-ce que la science doit travailler, à qui est-ce qu'on veut que les recherches profitent. Et donc, c'est si spontanément, justement, il y a des secteurs de la recherche scientifique qui travaillent en lien avec l'industrie pour promouvoir de la recherche et développement, financer et promouvoir des innovations. On peut aussi s'interroger de quelle manière est-ce qu'on pourrait mieux mettre la recherche au service de certains mouvements sociaux, de certaines organisations syndicales, certaines associations, certains groupes de riverains.
Et donc, aujourd'hui, on va essayer de réfléchir autour de cette question. Donc, en trois temps, l'intervention de Barbara Allen que je vais présenter tout de suite, puis une table ronde qui suivra, qui rendra compte d'un certain nombre d'expériences relativement récentes de recherche et de mise en visibilité pardon, de problèmes de santé, environnement, travail. Et puis, on aura une table ronde plus prospective dans l'après-midi qui cherchera à interroger justement quel avenir pour les recherches en sciences humaines et sociales sur les enjeux justement liés à la santé, à l'environnement, au travail. Donc ce matin, on va avoir le plaisir d'accueillir Barbara Allen. Donc Barbara Allen est professeure donc, de Science and Technology Studies à Virginia Tech, donc à Washington aux États-Unis. Donc elle est impliquée depuis plus de 20 ans dans des recherches autour des enjeux d'injustice environnementale. Elle a notamment été l'auteur de Uneasy Alchemy, donc une alchimie difficile à créer à partir d'un travail en profondeur sur la zone, qui a été évoquée hier par Kim Fortune aussi, la zone pétrochimique entre la Nouvelle-Orléans et Bâton Rouge, qui est surnommée Cancer Alley, donc le couloir des cancers. Un livre donc, qui a marqué, qui est une pierre importante dans le développement justement de ces perspectives de recherche sur les zones polluées, les zones fortement contaminées. Et depuis, donc, elle a développé de nombreux autres terrains d'enquête et notamment, elle a été à l'initiative donc, de FOSS EPSEAL qui sera présenté de façon spécifique aussi dans la table ronde. Mais nous lui avons demandé aujourd'hui, dans cette keynote introductive pour ce matin, on lui a demandé d'éclairer plus largement justement les conditions qui permettent à une recherche scientifique de pouvoir servir de levier pour les populations concernées. Quelles sont les conditions pour que cette recherche puisse être appropriée par les parties prenantes et en développant une perspective comparée entre les recherches qu'elle a menées aux États-Unis, en Louisiane, et les recherches qu'elle a développées dans la zone de Fos-sur-Mer, dans le sud de la France. Donc, à nouveau, comme l'a dit Kim Fortune hier, Barbara Allen va, je pense, nous montrer à quel point faire de la recherche connectée avec les parties prenantes, connectée avec des groupes directement concernés, est loin d'être une science appliquée, une science qui serait un peu réduite à simplement transférer des concepts construits ailleurs sur le terrain, mais va nous montrer au contraire, comme on l'a fait, je pense, à différentes reprises, que c'est au contraire un lieu où on assiste à des formes d'innovation, y compris en termes intellectuels et théoriques dans les sciences sociales. Et donc, je remercie à nouveau Barbara Allen d'avoir accepté de venir faire cette présentation ce matin. Et the floor is yours. Good morning, everyone. Bonjour, merci de vous être levé si tôt, d'être venu aujourd'hui. Bon, je sais que c'est pas très tôt, mais après 2 grandes journées de conférences, j'apprécie que vous soyez venus. Donc, je voulais remercier les organisateurs, Emmanuel, Émilie, Soraya, de m'avoir invité. Et je voudrais également remercier mes 2 chercheurs, chercheuses qui ont travaillé avec moi sur FOSSEPSIL et je pense qu'ils vont parler de notre projet durant la table ronde. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous donner un peu une biographie de recherche. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes personnes dans la salle qui sont probablement au début de certaines phases de leur carrière et je pensais que ça pourrait être intéressant de voir comment j'en suis arrivée là où j'en suis, comment je suis passée d'observatrice chercheuse à être une équipe de recherche orientée sur l'action participative. C'est pas comme ça que j'ai commencé. Donc, je vais vous parler de 2 études de cas.
une qui a lieu depuis à peu près 10 ans et une qui commence tout juste, qui va commencer en janvier. Donc, les deux études de cas dont je vais vous parler sont l'allée des cancers, qui est un couloir chimique entre Baton Rouge et la Nouvelle-Orléans. C'est ce sur quoi j'ai fait ma thèse de doctorat. Et ensuite, je vais vous parler de Fos-sur-Mer et la zone de l'étang de Berre dans le sud de la France, près de Marseille, où nous avons complété un projet de 8 ans qui a été conclu en août. Donc, avant de me lancer, je voulais vous parler de la justice environnementale, ce qui a une connotation assez américaine, qui est la façon dont la justice environnementale est définie. Elle est définie autour des communautés, des personnes, des régions qui ont peu de pouvoir pour influencer la prévalence des expositions de là où ils vivent. Donc, au cœur, il s'agit de pouvoir. Et on peut ensuite rentrer un peu plus dans le vif de cette définition. On peut définir ceci comme des communautés vulnérables sociales, des communautés pauvres ou classes ouvrières. Et aux États-Unis, ceci correspond généralement à des minorités ethniques et parfois nous l'appelons le racisme environnemental. Mais dans le cas de l'étang de Berre dans le golfe de Fos, c'est une question de pouvoir parce que l'État français a déclaré que la zone était une zone industrielle autonome et ceci a éliminé toute participation locale dans les prises de décision sur le site et les réglementations environnementales. Donc, les personnes n'avaient aucun pouvoir, ne pouvaient pas avoir d'impact. Donc, c'est la définition d'une communauté de justice environnementale. Et vous pouvez voir qu'il y a différents types de justice ou d'injustice environnementale. Il y a des problèmes de distribution, de procédure, il y a peu ou pas de mécanismes pour les institutions pour pouvoir influencer la pollution ou les décisions pour le site et les établissements. Il y avait un manque de reconnaissance culturelle, les personnes ne s'étaient rendues compte de leurs propres observations sur la santé, les maladies, et il y avait également un manque de parité participatoire. Il n'y avait pas de moyens pour eux de participer. La région de Fos-sur-Mer était une communauté qui a subi une injustice environnementale. Donc, j'ai commencé mes recherches il y a un peu plus de 20 ans. J'ai validé mon doctorat en 2000. Je suis allée à l'université pour développer mes connaissances en cette science et Kim a été ma, ma, ma professeure référente. Et lorsque j'ai complété ma thèse, j'ai eu 4 conclusions que j'ai publiées dans mon livre. Mes conclusions traitaient de l'allée des cancers et de l'injustice et des communautés d'injustice environnementale. C'est le genre d'éléments qui ont mené à des débouchés positifs. Il fallait avoir des groupes de citoyens hétérogènes qui travaillaient ensemble. Il fallait avoir des ONG internationales et nationales qui participent avec les citoyens. Et ensuite, ces deux que vous voyez en rouge étaient très importantes. Et pour moi, ça a été particulièrement intéressant en tant que scientifique, c'était de voir comment les experts et les scientifiques orientés sur les citoyens peuvent travailler avec les personnes pour les aider et de voir comment nous pouvions démocratiser la science, comment est-ce que les citoyens peuvent participer à cela. Donc ces questions me sont restées en tête. J'ai publié ma thèse peu de temps après avoir validé mon doctorat et voilà, vous voyez ce livre ici. Et lorsque j'ai eu une pré-publication de mon livre par le MIT Press sur la 4e de couverture, j'ai fait référence au taux de cancer élevé et la maison d'édition a été contactée par un membre de l'équipe étatique et qu'il fallait enlever cela et qu'ils auraient lancé une action en justice si on ne changeait pas le phrasé. Mais à ce jour, et j'ai copié-collé ce qui est indiqué dans le Louisiana Tumor Registry, et à ce jour, c'est une situation d'il y a 2 jours
En ce qui concerne la soi-disant allée des cancers, le terme usé de manière commune n'a aucune validité scientifique. Les résultats sont mixtes. Il y a des taux de cancer plus élevés et moins élevés, comme toute partie de la Louisiane. Donc, c'est ce qu'ils revendiquent de nos jours. Mais le Louisiana Tumor Registry, donc ce registre des tumeurs en Louisiane, je voudrais vous en parler parce que les données d'épidémiologie sont des données que l'État utilise pour faire des changements dans les réglementations environnementales. C'est les données que l'on veut avoir si on veut s'attaquer à l'État. Et dans le cas de la Louisiane, ils protègent ces données des cancers. Ils ne laissent pas les chercheurs avoir accès aux données, sauf si celle-ci est regroupée par population de au moins 20 000, ce qui est immense si on considère des populations rurales. Et ensuite, ils suppriment et donc cachent tous les comptes de cancer qui sont en dessous de 16. Donc, si vous cherchez un cancer rare qui peut être lié à l'industrie, ou par exemple les cancers de l'enfant, vous ne pourrez pas le trouver dans les données qu'ils veulent bien vous donner. Et le fait que ce sont des données très importantes pour les régulateurs environnementaux. C'est pour ça que les personnes veulent y avoir accès. Donc, il faut leurs propres études pour comprendre la relation entre les cancers et la distance au niveau de ces établissements. Au tribunal, aux États-Unis, les données d'épidémiologie prennent la priorité sur toute autre donnée fournie. Lorsque l'on en vient à la santé humaine, ça dépasse la qualité des études animales ou les études de cas médicaux. Donc, il y a eu de nombreuses actions en justice contre le LTR pour avoir ces données. C'est une étude, un procès que j'ai étudié. Un groupe de citoyens s'est rassemblé et voulait avoir accès aux données parce qu'ils voulaient savoir comment l'exposition à l'industrie et quel était l'impact sur leur santé. Ils voulaient savoir s'il y avait des preuves qui pouvaient être utilisées pour forcer l'État à avoir des réglementations plus strictes. Mais le registre des tumeurs a dit dans les documents au tribunal que publier des données sur le cancer de l'enfant ou rare violerait le droit à la confidentialité d'un patient, qui est faux, mais bon. Et ils ont également considéré les petits incidents de cancer en dessous de 16 ou en dessous de ce nombre de 20 000 comme étant statistiquement et cliniquement sans aucun sens. Donc, le LTR surinterprète ces données pour dire qu'il n'y a pas d'allée des cancers. Ils avaient peur que si les chercheurs avaient accès aux données brutes, eux pourraient surinterpréter les résultats pour dire qu'il y avait un problème de cancer. Donc, c'est assez hypocrite, je pense. Et à ce jour, les chercheurs, et ceci inclut et les épidémiologues avec de l'expérience sur le registre de cancer, n'ont toujours pas accès aux données de cancer supprimées du LTR. Tous les États sont différents, mais tous les États ont un registre de cancer. Il y a différentes questions et des différences au sein des États-Unis, mais c'est intéressant de voir qu'ici, on a ce cas-là. Et je me suis ensuite rendue en France pour faire de la recherche d'observation. J'observais, je lisais des documents et j'ai eu une subvention de la Fondation nationale scientifique américaine pour chercher à comprendre comment la participation citoyenne façonne les sciences pertinentes à la politique et les résultats régulatoires dans 3 contextes culturels et nationaux aux États-Unis et dans l'UE. J'ai travaillé en tant que chercheuse observatrice en Italie. C'était une autre étude de cas que j'ai faite en tant qu'observatrice, mais ma dernière a été effectuée en France. Je pense que j'ai envoyé un mail à Soraya et Nathalie Jocelyn et je leur ai dit, est-ce que vous connaissez une étude de cas en France où les résultats ont été contestés? On ne veut pas aller contester quelque chose, mais s'il y a une région où les personnes questionnent déjà leur santé, leur exposition, et elles m'ont dit, il faut que vous alliez à l'étang de Berre.
Il y a des associations, des personnes font des manifestations contre cela. Le nouvel incinérateur qui brûle tous les déchets de Marseille, donc c'est un endroit où de nombreuses personnes s'expriment. Donc j'y suis allée avec mon projet. J'ai travaillé à l'Institut pour la Méditerranée et j'ai commencé à faire des entretiens avec les personnes, avec mon interprète, Yolande Ferrier. Et nous avons cherché à engager les citoyens, les leaders de groupes activistes, les docteurs locaux, les leaders de syndicats, des élus. Nous avons parlé à différents agents étatiques et la plupart des personnes ont signé un formulaire de consentement. Ils ont parlé ouvertement en utilisant leur nom. Ils étaient très ouverts. Quasi tout le monde était très ouvert. Et ce qui était intéressant, c'est que beaucoup des entretiens ont abordé des études de santé qui avaient été effectuées à Fos-sur-Mer, dans le golfe de Fos, mais ils ne croyaient pas en ces études, puisque d'après ces études, il n'y avait aucun impact de l'industrie sur leur santé, ou l'étude avait été signalée comme étant non concluante ou peu concluante, où il y avait une conclusion qui disait qu'il fallait plus d'études, ou l'étude n'a jamais été publiée, qui était une autre option. Et de nombreuses de ces études étaient nombreuses, donc une petite douzaine d'études de santé qui a été faites sur les 10 dernières années. Donc, les études d'État ne confirmaient pas ce que les habitants et les docteurs locaux pensaient et ce dont ils faisaient l'expérience au quotidien. Un autre ensemble d'informations que l'on a découvert dans nos entretiens, c'est que 2 fois, les groupes citoyens se sont rendus à l'ARS, ont occupé les bureaux et ensuite on a été obligé de les escorter avec la police des foules, puisqu'ils voulaient des données, ils demandaient, ils exigeaient des données. Plus de 4000 personnes dans la région ont signé une pétition qui demandait les données de santé autour des personnes qui vivent dans cette région chimique industrielle et on ne leur a jamais donné. Et les docteurs locaux, les médecins locaux, et nous en avons interviewé plusieurs, mais ont exprimé leur frustration puisque c'était très difficile d'obtenir des données de santé. Et l'un des docteurs était très inquiet autour de la question du diabète, le type 1, puisque ceci est activé par l'environnement et ils ont été très frustrés. Ils sont allés à la cafétéria pour voir combien de repas diabétiques étaient préparés, pour voir combien d'enfants avaient du diabète. Donc il y avait un taux de frustration très important autour de cette question du manque de données de santé. Et à l'arrière de ma tête, de la Louisiane, j'avais cette question. Il s'agissait de savoir, et si ces communautés avaient enfin les données épidémiologiques? En Louisiane, ils ne les ont jamais reçues. Mais aux États-Unis, il y a une façon efficace d'accéder à certaines choses. On a de la recherche, de la méthode de recherche participative. On fait des enquêtes de manière assez aléatoire avec des schémas aléatoires pour avoir des données auto-rapportées de la population et de ça, ensuite, on peut avoir des données d'épidémiologie. Donc, j'ai proposé cela à différentes personnes que j'interviewais, avec qui je parlais, et on pensait que ça pourrait être intéressant d'essayer cela et les personnes voulaient vraiment avoir des données. Donc, nous avons obtenu une subvention des ANSYS. Et dans cette diapo, nous avons les principes principaux de tout ceci. Donc, on avait du porte-à-porte. Et les processus que l'on allait utiliser, c'était de s'asseoir avec la population et de les avoir créés, de voir s'ils pouvaient créer une définition du problème. Et avec la définition du problème, la collecte des données, nous pourrions faire cela avec la population, mais la phase finale d'interprétation des données allait vraiment se faire avec les personnes.
Et ensuite, donc, avant d'avoir parlé en 2014, nous avons commencé cette étude post-EBSIL et EBSIL en français, c'est l'Agence nationale, pardon, une étude participative. Voici moi et mes collègues sur site pour le projet. Donc, le projet FOSEPSIL marque un changement pour moi de recherche d'observateurs, observer la frustration des personnes, le manque de données, et passe de ce genre de recherche à la recherche sur le terrain, la recherche participatoire. Nous ne sommes jamais alignés avec des partis politiques. Nous n'avons jamais publié des déclarations politiques. On voulait que la science soit une science robuste et qu'elle ne soit pas dénigrée par d'autres partis qui nous auraient dit, oh, nous sommes membres du Parti vert ou du Parti gauche. Donc, nous avons cherché à garder les paramètres de notre projet, mais on savait que les données pouvaient être très puissantes. Donc, nous avons rassemblé et créé de la publicité pour dire aux personnes qu'on était sur site, qu'on était là, qu'on faisait cela. On a parlé au journal local. Et ici, vous voyez l'équipe, nous quatre, comment allez-vous, Port-Saint-Louisien? Et je me suis regroupée avec des membres de la communauté. Nous avons étudié des cartes locales pour voir les délimitations de différents quartiers pour que notre étude respecte les quartiers en tant que définis par les riverains. Et nous avons créé des flyers, nous les avons mis un peu partout à Port-Saint-Louis et à Fort-Sport-sur-Mer pour dire aux personnes que l'on allait avoir des réunions publiques pour découvrir quelles leurs questions de santé ils avaient. Donc, en plus des entretiens, nous avons également eu des réunions avec le public. Et ensuite, nous avons eu des iPads sur lesquels nous avons mis notre enquête de porte-à-porte, et ensuite, nous avons fait ces enquêtes de porte-à-porte dans les deux villes. Et je pense que nous avons fait un sondage auprès de peut-être 10% de la population. C'était un très bon sondage. Et donc, mon équipe va présenter des données après, donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais vous montrer le type de données qu'on a obtenues. Les données à droite sont les données qu'on a montrées lors de la réunion publique. Lorsqu'on a obtenu les premières données, on les a communiquées lors des réunions publiques et on leur a demandé, on leur a dit, ce sont les données initiales, mais on en a bien plus. On avait 40 pages de données. Donc la question, c'était, on leur disait que ça représentait 40 pages quand on l'imprimait. Donc on avait des données sur beaucoup de types de maladies en fonction de ce qu'ils mangeaient, des aliments qu'ils consommaient, des endroits où ils vivaient, leurs revenus, etc. Donc, on avait beaucoup de données et nous avons choisi les maladies principales pour leur montrer, parce qu'on ne voulait pas leur montrer 50 maladies différentes et qu'ils soient juste terrifiés dès la première réunion publique, mais on a demandé s'ils pourraient participer dans des ateliers collaboratifs pour commencer à parler des données et nous dire quel type de choses ils aimeraient savoir. Et vous voyez ici aussi comment on l'a publié dans les journaux scientifiques. Donc, pour que vous présentez vos données aux acteurs étatiques, etc., il faut publier les données. Les données que nous avons publiées, il y avait donc les intervalles de confiance, les types de données que les lecteurs scientifiques aiment voir. Donc, on avait deux types de données. Ce n'étaient pas des données différentes, mais elles étaient juste présentées différemment. Donc, ce qu'on a fini par faire, et je résume un petit peu ici parce que mon équipe va prendre la parole lors de la prochaine session, on a eu plus de 50 ateliers collaboratifs lors de la première étape. On a eu pour FOSEPSIL. Donc, on en a parlé à Port-Saint-Louis et Fos-sur-Mer. Et il pouvait y avoir 4 personnes ou 14 personnes, donc c'était le type de personnes qui participaient et ils se présentaient les uns les autres, on parlait de la confidentialité,
du respect des intervenants, etc. Et ensuite, on faisait la présentation PowerPoint des données initiales. Et les chefs d'équipe, vous allez en rencontrer un très prochainement, ils demandaient si les données avaient du sens. Est-ce que c'est ce que vous voyez dans votre quotidien? Quelle impression ça vous donne? Quels sont vos sentiments par rapport à ça? Est-ce que vous êtes surpris? Que manque-t-il? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Il y avait des gens, par exemple, qui voulaient en savoir davantage sur la fertilité et la relation des travailleurs. Si quelqu'un est marié à un travailleur et qu'ils ont des problèmes par rapport à la fertilité. Donc, on posait ces questions et on n'avait pas besoin de toutes les mêmes personnes lors des différentes réunions. On leur montrait les différentes slides et le groupe précédent y réfléchissait. Donc, il y avait différentes réunions où on voyait les données initiales, ce que les groupes avaient dit et à quoi ils avaient réfléchi. Donc, c'était un moyen d'essayer d'établir une logique avec les groupes et pour essayer d'avoir une voix au niveau communautaire. Et donc, on finissait ces ateliers collaboratifs, vous en voyez 2 ici d'ailleurs. On disait à la fin: «Quelles sont les prochaines étapes à votre avis? Qu'est-ce que vous feriez de ces données?» Et parfois, ils nous demandaient: «Que font-ils en Amérique avec ces données? Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire de ces données?» Et on disait: «C'était à eux, en fait, de savoir ce qu'ils veulent faire de ces données. Ce sont leurs données, donc quelles sont leurs idées?» Et finalement, dans le dernier rapport, il y avait donc 2 pages, donc 40 choses différentes qu'ils pouvaient faire au niveau local ou des choses personnelles, au niveau de l'État, régional, et cetera. Et c'était très intéressant de voir, l'état d'esprit, créatif et la réflexion, heu, collective sur la santé communautaire. J'ai parlé de cela, donc voilà les ateliers collaboratifs, essayer de trouver un sens aux données, l'émission d'hypothèses aussi sur les différentes causes. Il y avait donc des hypothèses émises par les riverains et donc on avait les documentations nécessaires et on voyait si ceci correspondait bien à la documentation. Donc, certains disaient qu'effectivement, ceci peut être lié à l'asthme et donc dans le rapport final, on les citait pour ces hypothèses de cause et ensuite on citait les documentations. Donc c'était comme ça qu'on avait les idées dans le rapport final sans que nous les indiquions. C'était les citoyens qui les mentionnaient et ensuite on pouvait appuyer ceci avec la documentation. Et Santé publique France n'a pas trop aimé cela, mais c'est ce qui a rendu ce rapport si puissant. Donc, ils ont proposé de nouvelles analyses et on a découvert, suite à cette analyse, cette idée. Ces différentes maladies pour une personne, j'aurais jamais réfléchi à cela. Je me demandais à quoi ça correspondait. Donc, on a fait cette analyse et on a vu qu'il y avait certaines maladies qui sont regroupées dans un corps et les médecins étaient enthousiastes par rapport à ça parce que certains avaient une toux, par exemple, et donc on analyse ceci, on examine ceci. Et maintenant, on sait que la gorge est irritée et donc ça peut être lié à des types de cancers ou d'autres types de maladies. Donc, les médecins au niveau local se sont dit: «OK, c'est bien parce qu'on sait que si quelqu'un vient nous voir, on peut aller plus loin et on saura quoi rechercher». Donc, le diagnostic précoce est très important pour la santé. Donc, ça, c'était une bonne découverte. On a aussi analysé les différentes maladies dans les quartiers spécifiques. On a vu aussi que pour Fos-sur-Mer, les quartiers les plus riches avaient les taux de cancer les plus élevés et on n'aurait pas pensé ceci. On se dit que c'est souvent les, populations pauvres, ce qui est vrai dans certaines zones, mais pour le cancer, ce n'était pas le cas parce qu'on a tous des corps humains et dans les quartiers plus riches, ils étaient plus exposés à certains types de polluants. Donc, on a trouvé des choses intéressantes. On invitait des médecins, les gens voulaient avoir des ateliers spécifiques
sur le diabète ou la pollution atmosphérique, et on invitait des experts sur le diabète et on s'assurait que tout le monde ait donc un temps de parole égal. Les experts ne dominaient pas la conversation, il y avait un vrai dialogue. Et les riverains ont vraiment aimé ceci. Ils ont pu être écoutés et que les experts prennent en compte leur point de vue. Donc, pour la méthode, etc., surtout pour l'analyse collaborative, il y avait donc un rapport qui avait des conclusions robustes parce que c'était donc la voix des gens qui habitaient là-bas. À travers ce processus, on a créé un bon réseau de spécialistes médicaux et de médecins qui existe encore aujourd'hui. Et les riverains ont pu émettre des hypothèses et on a pu voir quelles étaient les différentes causalités. Donc, c'est donc un type de raisonnement inductif. On a fait du brainstorming avec eux sur ce qu'on ferait par la suite. Et ils ont quitté ces réunions et le processus avec beaucoup de confiance pour comprendre donc ces données. Et ils avaient l'impression de vraiment s'approprier la science et qu'ils pouvaient s'en servir pour leur propre cause, et ce qu'ils ont fait, bien sûr. Donc, on a fini le projet en juin 2022. On a organisé une réunion avec les riverains. Il y a une photo de la réunion ici pour montrer donc les différents résultats et quelles étaient les différentes conclusions et les changements structurels à cause du projet. Et le 31 août de cette année, donc il y a 2 mois, avec le sous-préfet pour l'environnement de Bouches-du-Rhône, j'ai participé sur Zoom et mon équipe a rencontré différentes personnes, l'Institut éco-citoyen, CGT, ARS, Atmosud et d'autres agences étaient présentes. Et à la fin de la réunion, un des membres de mon équipe dans la salle ici m'a dit ceci parce qu'il y avait des débats sur le projet. Santé publique France, je ne sais pas si ça leur a plu ou pas, mais ou ARS, mais en tout cas, ils l'ont accepté davantage et on a amélioré le processus au cours des années. Le représentant d'Atmosud s'est levé et a dit: «Effectivement, on peut ne pas être d'accord sur le projet, mais il est clair qu'il y a un avant et après, heu, de Foss Epsil». Donc, comme on dit en mythologie, le génie, peut maintenant, s'exprimer. Donc, les gens ont une voix. Donc, voilà les résultats. On a présenté ceci aux gens, donc ils ont pu valider ce qui s'est passé au niveau local à cause du projet ou ce qui s'est passé au niveau régional et national. Le projet a pu aider dans différents domaines. Donc, ce sont les changements structurels, comme on les appelle, parce qu'il y a des changements de politique dans la façon que les acteurs étatiques travaillent et les processus qu'ils utilisent. Donc, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que j'aimerais parler de quelque chose d'autre. Je vais revenir en Louisiane. Donc, on essaie d'obtenir le financement pour ce projet. Il y a donc 2 projets en fait. Un qui a déjà été financé et un autre qui est plus gros, donc de Upsil. Et en Louisiane actuellement, il y a une proposition pour une croissance industrielle bien plus élevée. Donc, vous voyez ces cartes, voilà toutes les installations qui sont proposées dans un endroit où il y a déjà énormément de sites. Il y a une production importante de pétrole dans le golfe du Mexique et je pense que, on ne va pas pouvoir vivre dans cette région s'ils construisent tous ces sites. Donc le problème en Louisiane est différent en France parce que il n'y avait pas beaucoup d'études de santé environnementale qui étaient effectuées parce qu'on n'a pas, ces services de santé publique. Les gens sont chacun de leur côté et certains peuvent avoir des services, de santé pour les personnes défavorisées, mais souvent, quand, on fait ces études, l'État a, donc ces données et disent: «Oh non, cette étude n'est pas correcte, nous on a les données et on ne voit pas les problèmes, donc votre étude n'est pas correcte». Un bon exemple de ceci, donc ça c'était en 2019, un groupe de Stanford est venu dans la ville, je me souviens plus du nom, désolée, mais
là où il y a le site d'Enka Dupont, et il y a une charge cancéreuse très élevée là-bas, bien au-delà de la moyenne. Donc là, vous voyez la ligne rouge, le taux de cancer pour ceux qui habitent près du site d'Enka. Donc, il y avait une étude de Stanford et l'État a produit donc ces données de registre du cancer qui montrent en gros qu'il n'y a pas de problème, que c'est comme tout autre endroit. Ils se sont dépêchés de faire ceci, mais c'est typique de ce que l'État fait. Ils disent que les taux de cancer ne sont pas plus élevés, votre étude est incorrecte et nos données montrent que c'est bon. Et vous voyez ici dans ce tableau, tous ces petits X, c'est là où ils ont supprimé les données, donc là où quand il y avait moins de 16 données, donc qui sait combien de cancers il y a, parce que quand on les calcule pour le cancer pédiatrique, quand il y a 16 cancers pédiatriques, c'est quand même assez élevé, mais on ne le sait pas parce que l'État enlève ces données-là. Donc, rapidement, je passe à la suite. Donc, on a décidé d'analyser ceci. On voulait être la première équipe à obtenir ces données. On ne les a pas encore, mais j'ai créé une équipe et je fais des recherches. Je sais que les données épidémiologiques sont les plus utiles pour confronter l'État. Et donc, moi-même, mon équipe, on a aussi 3 épidémiologistes sur, euh, et on a aussi un avocat dans mon équipe qui est donc un avocat en droit d'intérêt public en Louisiane. Et donc, on a passé 18 mois à essayer d'obtenir ces données. On ne les a pas encore et on leur dit on veut faire telle chose et eux reviennent vers nous et nous disent que il y a des questions de confidentialité, etc. Et nous, on revient vers eux, ils reviennent vers nous. Bref, on a fait ça 3 ou 4 fois et ça prend à peu près 3 mois à chaque fois, ce processus. Donc, on a demandé d'avoir une réunion Zoom avec eux parce qu'on souhaite comprendre qu'est-ce que vous voulez? Clairement, ils ne veulent pas nous donner les données, mais maintenant, ils vont devoir le faire. Et si ils refusent la réunion Zoom, on va devoir publier ceci dans un journal bien connu. Et donc, ce qu'eux disent n'est pas correct. Il y a des questions de confidentialité, etc. Et ce n'est pas le cas. Donc, on a publié ceci et en gros, on les a pointés du doigt. On avait aussi la possibilité de les traîner en justice, donc grâce à l'avocat. Donc, on essayait de voir comment procéder, ce qu'on allait faire. C'est un projet qui est en cours et celui que je propose maintenant, c'est donc un gros projet EPSIL qui, pour les zones en Louisiane, et nous allons, plutôt que d'avoir des enquêtes porte à porte, il y a eu des refus par un faux sepsil pour les différents échantillons, etc. Donc, pour essayer d'éliminer tout ceci, on va essayer d'obtenir des données des États et les données Medicaid. C'est comme ça que les personnes obtiennent des soins quand ils ne sont pas aisés. Donc, pour les gens de la classe ouvrière, par exemple. Et donc, on pense que ces données pourraient inclure tout le monde et on aurait ces données. On sait où les régions où ils se trouvent, etc. Donc, ce n'est pas que pour les cancers, il y a aussi pour la fertilité, etc. Il y a beaucoup de données sur les enfants aussi. Donc, on va avoir donc ce projet aux États-Unis. Il y a tout un système HBCU et la plupart des fonds iront donc pour ces universités parce que les gens qu'on recrutera vont s'occuper des ateliers, il y aura des épidémiologistes aussi. Et après l'analyse initiale avec les données Medicaid, on aura des ateliers collaboratifs. Donc, même chose qu'à FOSS, donc on aura les données de l'État et une fois qu'on aura les résultats de l'atelier, on aura des conférences de presse, et des informations qu'on va diffuser. Et les personnes qui ont fait du bruit sur les résultats médicaux
prendront la parole. Donc, j'ai hésité à vous montrer ceci. On a essayé d'obtenir des financements, mais ils veulent faire ceci en 1 an. Nous, pour Fosepsil, c'était sur 8 ans, mais la première étude a pris 2 ans. Et 2 ans, c'est une meilleure durée pour un projet, mais ça vous donne une idée du type de choses qu'il faut faire. Donc, vous recrutez les personnes, vous organisez les données parce que vous avez les données de l'État, elles sont pas toutes prêtes, donc il faut organiser tout cela. Ensuite, vous avez des réunions avec le conseil consultatif, les personnes de la communauté, les personnes qui vont nous aider à organiser les ateliers. Ensuite, on a le lancement du site web du projet. Donc, je vois aussi beaucoup de jeunes érudits dans la salle et je vais vous parler donc du projet EPSIL. Et normalement, c'est un projet sur 2 ans et normalement, ça peut prendre 2 fois plus de temps, mais ça vous donne un peu une idée de ce que vous devez faire afin de travailler sur un projet comme celui-ci. Donc, ça, c'est ma conclusion. Je pense que ce travail d'équipe participatif, il y a donc différents cadres à prendre en compte. La justice est essentielle donc dans ces ateliers participatifs. Il y a donc la justice de connaissance, comme je l'appelle. Les approches industrielles sont rendues plus inclusives et sont transformées même à travers des communautés qui posent des questions. Donc cette approche fait partie donc de ce qu'on appelle la justice génératrice. Donc l'apprentissage et la création aussi avec les noms universitaires pour essayer de souligner les épistémologies, les technologies et ce qui contribue à la réorganisation de la technoscience et qui effectue des changements plus structurels. Donc voilà la façon dont les gens fonctionnaient. On était chacun de son côté et maintenant l'idée c'est que il y ait une épidémiologie solide, ce que l'État considère pertinent. Donc, on met ceci sur la table afin que on puisse faire partie de la négociation et avoir une parité participative. Merci. Attendez. Voilà. Merci beaucoup pour votre présentation très intéressante. On peut poser des questions en français ou en anglais. Ça fonctionne. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment fascinante. Vous avez mentionné le cas de FOSS et du réseau local des médecins et j'aimerais en parler davantage. Qui étaient donc ces médecins? Et la participation, les connaissances locales de santé, de forme de soins, etc. Et la raison pour laquelle je pose cette question, c'est parce qu'il y a beaucoup de tensions par rapport à la notion de santé communautaire dans le contexte français. D'une part, il y a des réticences et des doutes par rapport à la communauté comme point de départ, surtout quand c'est lié aux minorités. Ça fait donc partie du débat général, mais en même temps, les médecins pour la nouvelle génération et ils mettent l'accent sur les différents types de travail, comment la pratique clinique a été organisée. Donc, j'aimerais savoir quel type de discussion ou tension il y a eu lors du projet santé sur ce que c'est la santé communautaire. Et donc, il y a une autre question liée à cela. Si votre expérience à FOSS
a changé votre compréhension de recherche, de la recherche communautaire et la santé communautaire? Parce que vous avez souvent parlé du fait que l'État est interlocuteur principal. Et est-ce que vous considérez que ceci est une situation spécifique à la France ou pas? Donc, ça fait beaucoup de questions. La manière dont on a interviewé les gens, c'était donc une méthode progressive. Donc, il y avait deux médecins à Port-Saint-Louis pour commencer. Un d'entre eux était un médecin généraliste et un militant environnemental, docteur Bézanne, et sa femme aussi, qui était plutôt pédiatre. Mais on a obtenu la confiance d'autres médecins aussi qui nous ont aidés à poster nos brochures et les mettre dans leur bureau aussi pour recruter des participants aux ateliers. Mais pour la ville de Port-Saint-Louis, il n'y avait que des médecins généralistes auxquels on a parlé, mais ensuite on a parlé des spécialistes aussi à l'hôpital de Marty qui était à côté, et il y avait des spécialistes dans le domaine respiratoire, et il y avait aussi un spécialiste diabétique, mais je ne sais plus où il était. Mais pour les médecins syndicaux, on a parlé avec eux, on a parlé avec les représentants médicaux du syndicat aussi. Et il était très intéressant au CGT. Il a donné les noms des médecins auxquels ils font confiance, non pas les médecins d'entreprise, mais on en a interviewé un qui était un médecin syndical, et il y avait un autre aussi. Je me souviens de l'entretien, mais je ne sais plus où il était. Donc, on a parlé à des médecins donc, liés au syndicat, et je dois dire que, en ce qui concerne votre deuxième question, ah pardon, oui, quand on a obtenu les données brutes, on est revenu vers ces médecins généralistes et on leur a montré des données brutes pour s'assurer que ça correspondait bien à ce qu'eux voyaient, parce qu'on voulait s'assurer que ce qu'on collectait correspondait aux observations communautaires. Et donc, on leur a montré les données brutes, et quand ils ont vu les types de maladies, même si c'était des petits chiffres, on leur montrait aux médecins et ils disaient: «Oui, c'est ce qu'on voit dans notre pratique. Et c'est ce qui nous choque». Donc, on a utilisé ces médecins pour essayer d'obtenir plus de poids dans notre étude, avant de parler aux ateliers. Donc, le système sanitaire, pour ce qui est de cela, je ne suis pas sûre. Une chose que je dirais, donc de manière comparative, c'est que on ne pourrait pas effectuer ce genre d'études aux États-Unis parce que les gens n'ont pas accès aux soins de santé, pour la plupart des gens. Donc, à moins que c'est un État qui a un bon système médical pour les personnes défavorisées, ce qui est le cas pour la Louisiane. La façon dont on posait les questions, c'était: est-ce que vous avez été diagnostiqué par un médecin du diabète, cancer, etc. On leur dirait pas: est-ce que vous imaginez que vous pouvez avoir cette maladie? On leur demandait: est-ce que vous avez été diagnostiqué? Et pour les irritations oculaires ou de la gorge, c'est des maladies chroniques, et ils nous en parlaient. Donc, je suis désolée de ne pas pouvoir répondre à votre question concernant l'État français et la santé publique parce que on n'a pas ces réponses. Je suis désolée. Oui, merci beaucoup, Barbara, pour cette présentation très intéressante. C'est plus une question de clarification. Peut-être que j'ai pas bien compris. Je me demandais d'où vous avez parlé des données brutes. Donc, j'ai compris que vous aviez un questionnaire de 40 pages et vous alliez frapper aux portes. Mais je me demandais, est-ce que vous avez réalisé aussi des études de cohorte vous-même également, des études épidémiologiques? Je vous pose la question parce que de mon côté, je travaille sur la pollution atmosphérique et l'impact en Inde et au Ghana. Et à chaque fois, ce que les autorités m'ont dit, c'est qu'ils ne gèrent pas le problème parce qu'il n'y a pas
d'études épidémiologiques qui ont été effectuées sur des personnes africaines et indiennes. Et donc, sans ces études, ils ne souhaitent pas agir. Donc, vous dites que les données épidémiologiques sont un outil très utile pour agir contre l'État. Je me demandais donc, pour EPCL, est-ce que vous utilisez des données épidémiologiques? Lorsque nous sommes allés en porte-à-porte, nous avions les données, nous avons été examinés, analysés par un comité de santé publique France et les problèmes principaux étaient les problèmes autour desquels les épidémiologues discutent toujours, comment faire les mesures, la quantité des échantillons, mais il y a également de nombreux articles qui peuvent être plus données que des données secondaires. Donc, par exemple, dans certains projets au Ghana ou en Inde, il faudrait récolter vos propres données d'épidémiologie. Et les questions que nous avons utilisées dans notre échantillon, nous avons fait attention et nous avons utilisé des questions qui avaient déjà été révisées par des pairs et publiées. On n'a pas juste créé des questions, on les a récupérées d'ailleurs. Et chacune de nos questions ont une origine que l'on peut montrer à Santé publique France. Ce n'est pas des questions que l'on a inventées, c'est des questions qui ont été validées par des pairs dans le domaine. Vu parfois des questions peuvent être biaisées, donc il faut avoir un questionnaire d'enquête de sondage qui a déjà été prévalidé. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez également effectué une étude comparative avec un contrôle de groupe à Port-Saint-Louis. Je crois que ce n'est pas la même exposition, mais quels ont été les résultats et pourquoi étaient-ils si différents ou... Oui, oui, nous avons fait une enquête et ensuite, quelques années après, nous avons effectué une autre étude EPSOL. C'était pas Port-Saint-Louis, c'était à Saint-Martin-de-Clos, donc qui est vraiment au bord de la zone industrielle et c'est une zone dans laquelle il y a une autoroute logistique. C'est le trafic entre l'Italie et l'Espagne. Et il y avait donc différentes expositions. Et il y avait une zone avec beaucoup de fruits à noyaux. Et donc, il y a de l'agriculture avec des sprays. Et nous avons montré que les personnes dans les zones industrielles avaient différents types de cancers, des clusters de cancers et du diabète de type 1. Mais ce n'était pas la meilleure ville de contrôle à utiliser à cause de ces différentes expositions et je pense que mon équipe vous en parlera un peu plus, l'épidémiologue de ce projet est d'ailleurs dans la salle et pourra peut-être vous en dire un petit peu plus un peu plus tard. Et j'avais une deuxième question. Qu'en est-il de l'impact des résultats sur les politiques de santé publique dans ce domaine? Peut-être qu'il est un peu trop tôt pour voir cela, mais non, non, non. Santé publique France is now Santé doing. publique France font maintenant des études participatoires, pas dans cette zone, mais dans d'autres zones. Donc ça, c'est un grand changement dans ce qui a lieu. Et dans le domaine, dans la zone, je pense qu'il y a eu une lutte pour ne pas fermer les cliniques de santé. On a voulu avoir une surveillance plus précoce des cancers du sein. Je ne sais pas où ça en est, mais je pense que ça pourrait être un résultat possible d'avoir plus de surveillance, de suivi social à cause de tous ces problèmes, mais nous n'avons pas présenté tout cela à la population. Ce que j'ai présenté des résultats qui ont déjà été validés par la population, qui ont déjà été publiés. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il y a plus de réglementation de la pollution de l'air, empêcher les industries de faire plus de brûlage et empêcher les incinérateurs de s'étendre. Donc, on a arrêté certaines de ces choses-là grâce au projet Fossepsil. Une ou deux dernières questions et une question du chat. Elodie, oui aussi. Oui, donc je pourrais également poser plein de questions, mais
Je voulais savoir, est-ce que vous êtes concentré sur les retraités dans cette zone-là? Est-ce que les personnes restent dans cette zone lorsqu'ils partent en retraite ou est-ce qu'ils partent? Est-ce que vous avez un chiffre approximatif dans vos données? Et cet endroit est très proche de Marseille, qui est une université très puissante avec plusieurs centres de recherche. Donc, est-ce que vous avez été soutenu? Vous avez eu beaucoup d'aide des doctorants, des universitaires, des professeurs, des unités de recherche de cette université-là? On va poser toutes les questions. Merci beaucoup pour sa présentation. Je suis ici. Ma question est liée à la proximité entre le champ de recherche et la science participative et la démocratie participative. Nous savons, d'après le débat que nous avons sur le champ de recherche en sciences sociales de la démocratie participative, que les personnes qui participent à ce genre de projet, à ce processus, sont très spécifiques, de classe moyenne, avec des revenus moyens ou élevés, avec une bonne éducation. Et les personnes qui sont experts, les chercheurs qui travaillent dans cette entreprise passent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à essayer d'avoir des personnes qui sont a priori distantes de ce genre d'activité. Est-ce que c'est une question à laquelle vous avez essayé de répondre avec vos travaux ou est-ce que c'était plus facile d'avoir des personnes qui étaient assez distantes de ces différents procédés lorsqu'on en vient à la santé et les problèmes de santé? Donc, donc nous avons, est-ce que je peux répondre? Donc, je n'ai pas de diapo démographique, mais nous avons ces informations, donc leurs revenus, leur niveau d'éducation, beaucoup d'informations démographiques sur toutes les personnes à qui nous avons parlé. Au niveau des retraités, nous avons parlé du chômage, de la retraite. Nous avons cherché à lier la durée durant laquelle vous avez vécu dans la ville aux effets. Donc, certaines personnes sont là depuis plus longtemps. C'était un peu moins le cas dans la communauté de contrôle, où les personnes n'étaient pas là depuis aussi longtemps. Donc, on avait toutes ces informations et on avait un pléthore d'informations. Et certains des articles que l'on a publiés, certaines informations démographiques ont été inclus pour que l'on puisse voir quel genre de personnes se trouvaient dans nos enquêtes. Et ensuite, il a fallu contrôler pour les données épidémiologiques. Il y avait un peu plus de femmes que d'hommes, mais la population était de moitié-moitié, donc il a fallu standardiser, normaliser notre donnée pour correspondre à la population française. Donc, c'était un mouvement un peu épidémiologique pour pouvoir publier les données et que ce soit valide. Ensuite, au niveau de qui participe, après le grand sondage en porte-à-porte, nous avons décidé de faire une autre enquête sur la participation. Qui participe? Pourquoi vous participez? Qui vous motive? Qu'est-ce qui vous motive? Et c'était une autre enquête de 15-20 minutes. 300 personnes ont bien voulu répondre à cette enquête-là et on a également ces données. Je crois qu'on a publié un tout petit article il y a plusieurs années qui parlait de cela, mais ce n'était pas un article de très bonne qualité. Donc, je pense que l'on n'a pas vraiment utilisé et creusé toutes ces données. Mais on ne sait pas exactement ce qui cause la participation de quelqu'un ou pas. Mais j'espère que peut-être que l'un de nos doctorants voudra essayer d'utiliser ces données, de faire une étude sur cela pour les sondages, les enquêtes de population. Deux dernières questions. Ah oui, et par rapport au niveau de ces questions, les hôpitaux, l'hôpital qui était le plus faux, c'était Martigues, donc tous les spécialistes venaient de là et eux se trouvent dans la zone industrielle. Et je pense que l'on a eu quelques spécialistes de Marseille. Je crois que mes deux collègues là-haut savent exactement d'où nous avons eu de l'aide spécialiste. En particulier dans l'analyse de données. Nous avons travaillé en collaboration avec différents groupes citoyens. Ils ont fait partie de notre processus. Bonjour, j'avais une question
sur la façon dont les données ont été produites. Vous avez mentionné que vous avez travaillé avec des épidémiologues et que vous êtes vous-même scientifique dans le social. Mais comment est-ce que l'expertise commune dans la science participative et lorsque l'on travaille dans des champs interdisciplinaires, comment est-ce que les données peuvent être standardisées? Quelles sont les stratégies pour diffuser les données, que ce soit des publications dans différents domaines, sciences sociales, santé publique? Ma question, c'est comment est-ce que vous avez géré ces différents niveaux d'expertise? Donc, il y a deux choses. Tout d'abord, nous avons organisé des conférences de presse. On a encouragé la presse à discuter avec les groupes locaux. Ils les connaissaient, ils pouvaient se parler. Il y a une personne qui parlait beaucoup à la presse et elle avait le cancer du sein, un cancer du sein, et elle amenait ses radios et elle leur montrait. Je pense qu'ils préféraient parler à des locaux, des résidents, des riverains plutôt qu'à des universitaires. Et c'est tout à fait positif vu qu'on veut que l'étude appartienne aux locaux. Nous avons publié de nombreux articles. Il y a eu de nombreux articles dans les journaux. Souvent, les journaux nous parlaient, mais plus généralement à la population. Et ensuite, j'ai publié des choses dans des revues scientifiques. Et je vous ai montré un peu au début de ma présentation comment refaçonner une étude américaine pour l'appliquer à un contexte français. Donc, il y a des différences. Il faut aborder les choses de manière différente. Et ensuite, l'épidémiologue était auteur en chef de d'autres articles. Donc, en fonction de qui était l'auteur en chef de certains articles et de où on allait envoyer l'article, cela changeait. Donc, que ce soit pour le journal, pour une revue scientifique, par exemple, et quel type de revue scientifique. Merci à nouveau, Barbara. J'ai une question du chat et ensuite peut-être quelques autres questions qui seront abordées par Maxime et Johanna. Donc, je vais juste en sélectionner quelques-unes. Tout d'abord, dans le chat, il y a une question qui est assez générale. Qu'est-ce que vous pensez de la présomption que l'épidémiologie continue de protéger, de travailler pour les industries et les parties prenantes pour pouvoir avoir leur domination par rapport à d'autres sciences? Est-ce que les sciences sociales essaient de protéger les populations et les communautés pour déséquilibrer ce pouvoir de prise de décision qui n'est pas équilibré? Je pense que Kim a parlé de cela hier, mais qu'en est-il de d'autres types de connaissances qui devraient être pris en compte dans la prise de décision? Je suis tout à fait d'accord. Je pense que les personnes qui prennent les décisions doivent être plus diversifiées. L'épidémiologie est en tête. Je suis pragmatique, c'est assez anglo-saxon, mais en tant que pragmatiste, j'ai envie de dire, vous voulez de l'épidémiologie, nous avons de l'épidémiologie. C'est une façon peut-être de briser le silence. Les citoyens peuvent avoir de la science robuste, de l'épidémiologie robuste et non populaire, mais du point de vue des citoyens tout de même. Et au bout du compte, c'est peut-être quelque chose qui va ouvrir la porte vers d'autres connaissances. Les citoyens peuvent avoir une épidémiologie robuste. Ça pourrait être une façon de remettre tout le monde sur le même pied. Je défends vraiment les épidémiologues qui travaillent pour l'intérêt public aux États-Unis. Il y a des inégalités sociales et il y a des épidémiologues qui se spécialisent dans ce domaine et il y en a de plus en plus de jeunes personnes qui se tournent vers l'épidémiologie. J'étais assez critique auparavant à cause de mon expérience avec le Louisiana Tumor Registry, mais maintenant que j'ai travaillé avec beaucoup d'étudiants, et ceci inclut l'un des vôtres, Maxime Vengeant, je me suis rendu compte qu'une partie de ce que l'on fait, c'est de travailler ensemble pour créer une science rigoureuse pour le peuple. Et par rapport au projet en Louisiane, par rapport à l'épidémiologie qui ne peut pas être touchée par qui que ce soit, je voulais savoir, dans votre chemin vers l'accès aux données en Louisiane, vous avez mentionné
cette question de confidentialité et ils disent c'est une raison pour laquelle ils ne devraient pas partager les données, même aux chercheurs les plus avancés du pays. Et lorsque vous travaillez avec cet avocat, quel était l'argument légal pour contrer cette déclaration où ce serait une infraction à la confidentialité? Donc, c'est un échange de mails, donc nous avons le détail. Il y a une loi qui s'appelle la loi HEPA. Lorsque vous allez chez le docteur, vous signez ce formulaire avec le HEPA et c'est votre déclaration de confidentialité. Et ils disent que c'est lié aux règles, mais ce n'est pas vrai. Donc, on essaie de savoir exactement quelles règles HEPA ils essaient d'appliquer et ensuite leur prouver que c'est faux. Donc, on essaie d'avoir une citation claire de quelles règles et comme ça, on pourra les avoir. Donc, on essaie de les préciser, d'avoir une réponse précise pour ensuite la publier. Et s'il faut qu'on aille au tribunal, ce sera clair que c'est quelque chose d'inventé, c'est une fausse raison de cette question de confidentialité. Parce qu'il y a d'autres registres des tumeurs qui publient toutes les données, même le Council One. Donc, ce n'est pas la norme. Mais j'espère que vous réussirez à le publier, même si vous ne pouvez pas accéder aux données. Merci beaucoup, Barbara. Donc on a une pause maintenant jusqu'à 11h. So we're now